Comme Lyon 3 ne veut pas de moi, je m'inscris au CNAM pour faire un certificat en droit du travail, relations individuelles. Et là, en cours du soir, j'ai un prof, un avocat qui est décédé aujourd'hui. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais il me dit ça comme ça, mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est pas pour vous ici. Et je commence un DU en droit du travail. Et là, je sais que je suis à ma place. Je sais que je suis à ma place. C'est des cours du soir. Je sors du boulot. Je me prends la tête à la maison parce que j'arrive en retard pour le dîner, pour le repas. Il y a les enfants, je peux plus les prendre comme avant. Mais je suis vraiment à ma place et je m'éclate. Et donc, j'obtiens donc ce DU-là en droit du travail qui était l'équivalent d'un Master 1. Bonjour Régis. Bonjour Chamberline. Merci d'avoir accepté de venir me rencontrer dans le cadre du podcast Sans filtre. Alors, c'était un podcast qui s'ouvre à toutes les personnes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et les personnes qu'on rencontre, c'est les personnes qui partagent une expérience entrepreneuriale, une expérience dans la reconversion. Normalement, c'est ce qui est ton cas de métier. Une expérience, c'est un savoir-être. Beaucoup plus qu'un savoir-faire, parce que le savoir-faire, ça se développe autrement. Donc, je suis contente d'avoir fait ta rencontre, à ce salon où on s'est croisés et où ton parcours a été interpellant pour moi. Je me suis dit qu'on peut valoriser la réussite d'une transition de carrière et ne pas simplement la valoriser, mais mettre aussi en évidence les réalités, les impacts qu'un changement de carrière pourrait avoir sur la vie d'un individu, d'une personne, d'un point de vue personnel et structurel, familial, la structure professionnelle. Donc avec toi aujourd'hui, on parlera de cela parce que tu as une double casquette, un double parcours. Et j'aimerais bien que tu puisses nous dire d'entrée de jeu qui es-tu ? Présente-toi, donne une perception de toi que tu voudrais renvoyer à nos auditeurs. Merci de me recevoir. C'est toujours difficile de parler de soi, parce que moi, c'est vrai on dit que j'ai l'habitude de parler, de m'exprimer en public, mais je parle généralement de mon métier. Je ne parle pas de moi. Si je pouvais parler de moi, je suis juriste d'affaires. Je fais du droit des affaires. Certains disent que je suis conseil juridique et fiscal parce que j'ai un agrément CEMAC. D'accord. Parce que pour faire du droit fiscal dans l'espace CEMAC, dans l'espace CEMAC, il faut avoir ce qu'on appelle un agrément de conseil fiscal CEMAC. Mon numéro de conseil fiscal, c'est le 344. Je suis quelqu'un de passionné. Je suis docteur en droit. Je suis apprenti chef d'entreprise, je suis apprenti écrivain parce que je gratte beaucoup. J'ai toujours aimé écrire, mais depuis que j'ai fini ma thèse de doctorat, en fait, le besoin s'est révélé à moi, s'est imposé à moi. Et ça pourrait même être quelque chose qui pourrait faire même que je me sépare du droit classique parce que j'aime écrire. Je suis aujourd'hui à près de 4 ouvrages, y compris ma thèse, qui va être publiée, qui est publiable en 2027-2028. Mais là, je discute depuis un certain temps avec les gens de l'Harmattan pour une première publication qui devrait se faire. Tout ça pour dire en fait que c'est difficile de dire ce que je suis, parce que je suis plusieurs choses à la fois. Je pense, un moment quand je grandissais, je comptais mes nombres de vies. Et quand je suis arrivé à 20 vies, j'ai arrêté de compter. En fait, je suis une foultitude, une multiplicité de plusieurs choses, notamment ces choses-là que je viens de décrire. Dans certains milieux, on m'appelle Monsieur Chaussures, parce que je suis passionné de chaussures. Je peux parler de chaussures comme on parle de droit, c'est-à-dire que je ne suis pas professionnel de ça, mais j'ai l'expertise parce que je peux parler de chaussures. Quand je voyage, je visite les usines de chaussures, je fais des patines sur les chaussures comme le feraient des bottiers, mais c'est pas mon expertise particulière. Qu'est-ce que je suis ? Mais je suis quelqu'un de passionné. Je suis un être humain, je suis quelqu'un de passionné et surtout, je suis une bonne écoute pour les gens qui m'aiment. D'accord. Parce que je me rends compte tous les jours que ces personnes-là me sollicitent, m'interpellent,
me considèrent et attendent de moi en tout cas que je les accompagne ou que je les écoute tout simplement. Donc je suis quelqu'un de passionné. D'accord. Qui essaie de combiner plusieurs choses dont je viens de parler à l'instant. Donc en gros, tu es un multipotentiel. Je pourrais le résumer si tu es d'accord ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas une identité, tu as une pluricapacité. Donc tu as une identité Régis. Et dans sur le domaine professionnel aujourd'hui, tu as plusieurs compétences et aussi tu es un grand passionné. Donc, tout à fait. Donc tu exprimes beaucoup tes idées par l'écrit. Vu que tu nous as dit que tu as écrit 4 ouvrages, peux-tu nous en dire un peu plus sur tes ouvrages avant qu'on revienne Oui. Juste tu parlais de multipotentiel. Tu sais, quand on vient de certains de nos pays, c'est pas des mots qu'on sait mettre. Moi, j'ai fait 3 sauts de classe. Je me trouvais un peu bizarre parce que depuis le Congo, je m'interrogeais sur la politique, sur pourquoi ceci, sur pourquoi cela, mais j'avais pas les mots pour les sortir. Ouais. Et puis il y a cette pression sociale, ancestrale, le respect des anciens. On est petit, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Et puis en plus j'ai fait un bac, j'ai obtenu mon bac en première, donc effectivement je pense que avec un peu d'humilité, je pense que oui, si on avait été en France, il y aurait eu des détections qui auraient été faites. Mes bouquins, en fait, le premier, mais c'est ma thèse, mon PhD en droit des affaires. J'ai abordé le sujet sur 2 angles. Le financement participatif comme moyen de résolution des difficultés que peuvent rencontrer des entreprises dans l'espace français. Et au sein de l'espace OHADA. Au-delà de faire du droit comparé, mon état d'esprit, c'est de me dire une société qui ne peut plus prendre de crédit parce qu'elle a atteint les 35% du taux d'endettement, parce qu'elle a beaucoup de dettes, parce qu'elle a beaucoup de difficultés, elle va aller en banque avec ces difficultés-là, aucune banque ne va l'accompagner. Je me suis demandé, à la lumière des tontines qui sont faites en Afrique, comment on pourrait mettre en place des mécanismes pour pouvoir éviter que cette société se retrouve en procédure collective. Et s'agissant des procédures collectives, avant d'arriver à tout ce qu'on sait, notamment la liquidation ou le redressement, il y a en amont des processus qui peuvent être mis en entreprise qu'on appelle le mandat ad hoc ou le plan de sauvegarde. D'accord. Et donc dans ces 2 démarches-là, il s'agit en fait de réduire au maximum les charges de l'entreprise pour permettre à celle-ci d'être viable. Et si on arrive à réduire ces charges-là, on peut arriver dans le juge du tribunal de commerce, lui dire j'ai trouvé des solutions pour réduire mes charges, pour réduire mon endettement. Et j'ai commencé à rembourser. Donc, fort de ça, je me suis dit, est-ce qu'au-delà de réduire des charges, on ne pourrait pas aller chercher d'autres voies, d'autres créneaux pour pouvoir aider cette société-là à s'en sortir, notamment la tontine, notamment ce qu'on entend aujourd'hui de plus en plus, les levées de fonds, notamment ce qu'on entend de plus en plus faire recours à des business angels qui vont rentrer dans l'entreprise, qui vont prêter de l'argent à l'entreprise, des investisseurs ou éventuellement des sociétés de crowdfunding. Okay. Ça, c'est le sujet de ma thèse. Et puis, je fais vraiment, comme je te disais, du droit comparé entre la France et puis l'espace OHADA. Parce que, comme tu sais, nos pays ont été colonisés par la France, donc leur droit est impacté à 1000% par le droit français. Le deuxième, c'est un recueil de poèmes en 2 volets, 2 tomes. Il y a une centaine de poèmes qui ont été écrits sur 100 jours. D'accord. Et en fait, on parle d'amour, mais pas l'amour seulement pour dire je t'aime ou je t'aime plus, je te déteste ou je ne te déteste pas, mais c'est de dire quand même que j'ai rencontré quelqu'un, ça s'est pas bien passé, certes, mais j'ai vécu de bons moments avec cette personne. Et peut-être que si je m'arrête une minute pour dire mais pendant que je vivais ces bons moments-là, j'ai appris ça, je suis devenu ça, je dis quand même bravo. La relation s'est éteinte, elle a disparu, elle s'est étiolée, on n'a pas pu continuer, mais j'ai quand même retenu ça. Donc j'essaie de démontrer l'amour sur plusieurs angles à travers donc ce recueil de poèmes-là. Et c'est ce recueil de poèmes-là, en tout cas le premier tome, qui est en passe d'être publié. Le troisième, il est beaucoup plus introspectif parce qu'en fait, j'aborde le décès de 3 personnes qui ont été très importantes pour moi.
mon père, ma mère et ma sœur. Je suis quasiment terminée. Je commence vraiment par dire que mon père et ma mère c'était pas prévu au casting qu'ils se rencontrent. Pour 1 milliard de raisons. Mais ils se sont tellement battus pour leur amour que ça donnait les enfants que nous sommes, donc mon frère, mes sœurs et moi. Et ensemble, ils ont combattu tout le monde. Ils ont combattu les gens qui ont dit faites pas ceci, faites pas cela, on veut pas de ça. Personne ne voulait de leur mariage, des deux familles respectives. Mais eux, ils se sont battus pour arriver là. Voilà. Et donc ça, c'est la première partie du bouquin. Et puis après, j'aborde les naissances des enfants, la construction du foyer, les naissances des enfants. Et en 3e lieu, je parle un peu de leur départ vers le ciel. Et surtout, le titre de mon livre, en fait, c'est « Quand l'amour survit à l'absence ». D'accord. Parce qu'ils sont partis, mais ils sont là, en fait, finalement. Et ce qu'ils ont laissé continue de se perpétuer dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons, et puis surtout dans les enfants qui sont les nôtres aujourd'hui. Ok. Voilà. Super intéressant. J'aurais hâte prochainement de te recevoir pour parler de tes ouvrages une fois qu'ils seront sur le marché. Je le ferai avec plaisir. C'est très intéressant. C'est très intéressant ce que tu proposes à écrire, et ça démontre davantage ton multipotentiel dont je parlais, du juridique au poétique, au roman. Du coup, alors je voudrais revenir sur un aspect. Quand j'ai parcouru ton profil pour avoir davantage d'éléments sur toi, j'ai vu que tu as un profil hyper corporate. J'aimerais que tu puisses nous parler un peu de ton parcours académique, de ton cursus académique. Tu nous as parlé de l'évolution, de l'incapacité du système dans lequel tu as commencé tes études du lycée et du collège à détecter le potentiel qui est peut-être mieux valorisé dans le pays dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Je voudrais que tu nous partages ce cursus académique, comment tu l'as vécu et comment ce cursus a été pour toi finalement orienté. Quels sont les éléments d'orientation quand tu te retrouvais à choisir des filières, des parcours d'études? Voilà, qu'est-ce qui orientait finalement tes choix académiques? Parce qu'après, on arrivera vers l'orientation de ta carrière finalement. Donc là, c'est juste de comprendre ton cursus académique, les orientations, les détections de ton potentiel et comment tu les vivais. Oui, tout à fait. En fait, moi, je pense que j'ai très vite déterminé ou su ce que je voulais faire. D'accord. Mais dans certaines situations, j'avais pas le recul, j'avais pas le pouvoir de dire moi je veux faire ça, parce qu'il y a cette éducation africaine là qui fait qu'on est obligé d'écouter ce que disent les parents et de suivre. J'ai un parcours classique, hein. J'ai fait 2 ans en maternelle, d'où déjà je pense ce début de précocité là. Je n'ai pas fait le CM2, l'équivalent de la dernière année d'école primaire. D'école primaire en France. J'ai pas fait le CM2. J'ai obtenu directement mon concours d'entrée en 6e. J'ai fait ça au CM1. Et puis j'ai fait le collège de façon classique. Et en fait, première difficulté, c'est que je rate le brevet. D'accord. Parce que je côtoyais... peut-être pas de mauvaises personnes, mais parce que j'avais commencé à faire un petit peu la fête. Et puis j'étais pas très mature. Et donc j'avais cette année-là de retard. Et ça m'a vraiment perturbé. Et en fait, quand j'arrive au lycée, je me dis, il faut que je rattrape tout ça. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'à un moment de ma vie, comme je fais des bêtises en 3e, mes parents décident, ma mère en tout cas, parce que dans ces familles-là, être prêtre, c'est un peu comme dire je suis ministre, je suis avocat ou médecin. Et en fait, ma mère, une lubie lui passe par la tête, et puis elle dit, je vais sortir mon fils de ce milieu-là. Donc Brazzaville, qui est la capitale politique, hein, oui. Parce que je côtoie les enfants des politiciens, ce sont mes amis, on va dans les mêmes écoles. Ma mère décide de me sortir de ce milieu-là et m'envoie dans la ville économique qui s'appelle Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire, en fait, je me retrouve dans un milieu très spirituel. C'est un petit village qui s'appelle Luango,
qui est d'ailleurs connu pour, Ouais. pour son histoire, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Ouais. Et en fait, là, je me rends compte que, mais oui, je suis quelqu'un d'intelligent. Parce que je suis dans un système où on est cadré, on est réglementé, on fait des bêtises à côté, mais on les fait en cachette. À 22h, il faut ouvrir ses bouquins pour bosser. Quand on rentre en classe, il faut faire la prière. Quand on rentre à l'amphi, au réfectoire, il faut faire la prière. Donc là, vraiment, je suis cadré. Et en fait, et puis je découvre, en fait, quand j'étais jeune, je lisais pour lire. Je lisais les bandes dessinées. J'ai le souvenir d'avoir lu, par exemple, René Maran. J'ai le souvenir d'avoir lu les frasques des Binto. Et là, j'ai eu des révélations, en fait, internes, en me disant, je vais faire une seconde littéraire. Et donc, je fais donc une seconde littéraire après avoir obtenu donc l'équivalent du brevet. Je fais cette seconde littéraire-là et je me rends compte que si je reste dans le système dans lequel je suis, je deviendrai prêtre. Or, je ne voulais pas devenir prêtre parce que je voulais devenir père. Ok. Donc, très vite, j'ai su qu'il fallait que j'arrête. Ok. Donc, j'ai fait ma seconde littéraire, malgré que je n'étais pas bon en langue, mais je me rattrapais dans tout ce qui portait sur l'étude biblique, la théologie, ce genre de choses, parce que comme j'avais fait le catéchisme et puis j'avais été servant de messe, j'avais des aptitudes à ce niveau-là, et puis comme j'aimais lire, il n'y avait pas de difficulté pour moi. Et donc, j'arrête tout ça, et mes parents, ils ne comprennent pas. Je feins d'être malade, je me rends malade pour quitter Pointe-Noire, donc pour quitter Louango, et pour revenir à Brazzaville auprès de mes parents. Et quand je reviens à Brazzaville, je fais une seconde G, l'équivalent de la série BG ou la série G B en France, économique et sociale, un truc comme ça. Et donc, je me rends compte que finalement, j'ai perdu 2 ans. Mais j'ai l'âge, je suis né en 76, donc j'ai pas de difficulté. Mes amis, les personnes avec qui je vais à l'école sont de 73, donc j'ai pas de difficulté à ce niveau-là. Mais j'ai vraiment cette perturbation intérieure qui me dit, mais t'as perdu 2 années finalement. Alors, l'année de seconde littéraire, c'est pas une perte parce que je me découvre, et donc je prépare donc cette formation-là. Dans le domaine de la gestion, du management et de l'économie. Donc il y a de la comptabilité, il y a de la gestion d'entreprise, de la vie d'entreprise. Et là, je m'éclate. Et je prends le pari, en fait, de préparer le programme de première l'année de la fin de ma seconde. Donc je fais ma seconde, j'achète des bouquins, et là, je bosse le programme de première. D'accord. Et quand j'arrive en première, je vais voir ma directrice d'école, je lui dis, moi, je maîtrise déjà la première. Elle me met au défi. Je lui dis, moi, je veux faire mon bac en première, et j'ai pas envie de faire la première, je vais aller directement en terminale. Elle me dit non. Et je lui dis, mettez-moi au défi. Donc, premier trimestre, je fais une très très bonne moyenne, je pense que j'avais fait 17 de moyenne, ce genre de choses, et je vais la voir pour lui dire, voilà, je vous avais dit, il faut m'intégrer en terminale. Et donc, l'année d'après, donc en janvier de cette année académique-là, j'intègre la terminale, et tout le monde se moque de moi. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce qu'il veut montrer, pour qui il se prend, non quoi, t'es pas à ta place. Et j'obtiens mon bac. Donc, je fais une école de commerce au Sénégal qui s'appelle l'ISM, et je fais 2 ans et demi, 2 ans dans cette école-là. Je viens en France. J'ai une inscription à IEP Paris et une inscription à l'ESDES de l'Université catholique de Lyon, mais je sais que je ne suis pas prêt pour Paris. J'ai des amis, je traîne avec eux sur Paris, mais je sais que je suis à Paris pour faire la fête. Pour mes études, il faut que je sois dans un autre système. Donc je refuse IEP Paris, alors que c'était mon rêve de faire des sciences politiques. J'accepte donc de venir, je décide de venir à Lyon. Et là, donc, je fais l'ESDES de l'Université catholique de Lyon, où je sors avec un master d'école de commerce, management, avec une option en gestion des ressources humaines. J'avais peur de la finance, j'avais peur de tout ce qui était comptabilité. Et je me retrouve très rapidement sur le monde du travail. Très rapidement. Certains diront, mais pourquoi finalement tous ces changements ? Tous les changements qui sont survenus après, pourquoi finalement ? Parce que j'avais une vie normale. Tout à fait. Vie de famille, déjà j'étais père en amont, dans une famille recomposée, on avait à cœur d'élever nos enfants, on avait vraiment un projet de vie, donc tout était carré dans ma tête. Appartement, métier, j'ai travaillé respectivement
dans le conseil bancaire et dans la stratégie marketing. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Et je ne saurais jamais comment l'expliquer. Je me suis levé un matin, entre 2007 et 2008, pour dire, moi, je vais à la fac de droit. On y revient. On reviendra sur le matin, le déclic. Le déclic vers un changement d'orientation professionnelle. Donc, tu fais des études de commerce au Sénégal. Ensuite, tu arrives à Lyon. Tu poursuis un master. Et à l'obtention de ton master, tu commences à travailler dans le secteur des études, du marketing, tu nous as dit, et du conseil. Alors, te sentais-tu épanoui ou alors ce désir justement d'aller faire le droit était quand même ensommeillé en toi à cette époque où tu te disais j'avais voulu faire du droit, mais j'ai pas pu le faire, ou alors il y a eu un événement concret qui fait que ce matin dont tu as voulu nous parler, tu te lèves et tu te dis écoute, moi ça me correspond plus, Régis, cette carrière, ça me parle plus de faire du commerce, du conseil, du marketing. Je veux faire des études juridiques parce que c'est reprendre à zéro. Et à cette époque, tu te situes à peu près dans quelle phase de ta vie familiale? Est-ce que le risque est prenable pour toi aussi? Ben écoute, je me suis même pas posé ces questions-là. C'est aujourd'hui que je réalise en fait que la charge était importante, aussi bien pour moi que pour mon entourage. Mais moi, j'avais cette détermination-là. C'est en fait la chose est née en moi très naturellement. Je me suis même pas posé la question. D'accord. Je me rappelle que c'était entre 2007 et 2008 que j'ai commencé à pousser la réflexion. Où je me suis dit, mais vraiment, j'ai le souvenir de m'être levé un matin pour dire, moi, il faut que je reparte à la fac. Et je savais qu'il fallait que j'aille faire du droit. Je ne savais même pas qu'il fallait que j'aille faire du droit des affaires. Je ne connaissais même pas la différence entre le droit public et le droit privé. Okay. Je savais de façon classique, mais vraiment techniquement, je ne savais pas. Les juristes vont te parler... Et tu as à peu près quel âge à cette époque? J'ai 32 ans. Donc, tu as 32 ans. J'ai 32 ans. 32 ans, et tu as combien d'années d'expertise de carrière dans le domaine marketing commercial ou près d'une dizaine d'années, une douzaine d'années. Okay. Je finis mes études en 2000. Ah d'accord. Donc 8 ans après. 8 ans après. 8 ans après, il y a un chamboulement dans ma tête. Mais il n'y a pas eu quelqu'un qui m'a dit de faire. Ok. Il n'y a pas eu quelqu'un qui m'a dit de ne pas faire avant 2007 ou 2008. Il y a vraiment moi qui me lève un matin pour me dire mais il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, je pense que je voulais donner un sens à quelque chose. D'accord. Pour laquelle j'ai toujours pas de réponse, hein, parce que je suis en perpétuel... En fait, moi j'emploie souvent le mot quête, parce que tout ce que je fais, aussi bien, on m'appelle aussi Monsieur Voyage, parce que je voyage beaucoup, même dans ma relation avec les chaussures, dans ma relation avec le droit, dans ma relation avec autrui, dans ma relation avec les autres, je suis vraiment dans quelque chose qui doit évoluer. D'accord. Donc, je pense que toutes ces perturbations-là viennent de là. Mais pour te répondre, je n'ai pas de déclic particulier. Je savais qu'il fallait que je fasse du droit. Je ne savais même pas quel type de droit il fallait faire. Donc, quand je suis allé à la fac, j'ai demandé des inscriptions dans tout type de master. Je ne savais pas. Et la belle histoire, c'est que j'ai rencontré en fait un avocat. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Lyon 3 n'a pas voulu de moi. D'accord. Parce qu'ils ont voulu m'envoyer en première année. Ils n'ont pas voulu me prendre en master, ils m'ont envoyé en première année. Et moi, je me suis dit, mais j'ai quand même un bac plus 5, je ne vais pas repartir en première année. Mais je ne savais pas l'intérêt des 3 premières années de droit. Comme je te dis, je ne connaissais pas ce monde-là. Et je me suis dit, bon, comme tu fais une option gestion des ressources humaines, je vais aller faire... Et puis en plus, dans une autre vie, j'ai été délégué du personnel, représentant du personnel. J'ai passé des tests. Le droit qui s'offrait à moi, c'était le droit du travail. Donc c'est par le droit du travail, en fait, que je rentre dans le droit. Et comme Lyon 3 ne veut pas de moi, je m'inscris au CNAM pour faire un certificat en droit du travail, relations individuelles. Et là, en cours du soir, j'ai un prof, un avocat qui est décédé aujourd'hui. On a gardé de très bonnes relations parce que j'allais le voir à l'hôpital quand il avait son cancer. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais il me dit ça comme ça, mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est pas pour vous ici.
Et au sortir, il me dit, après le cours, venez me voir. Donc on sort du cours, il me dit, mais vous n'êtes pas à votre place ici. Mais je comprends pas. En fait, j'ai l'impression d'être un usurpateur, mais finalement, il me fait comprendre que le niveau n'est pas... Ce qu'il entend de ce que je dis ne cadre pas avec le type de formation. Donc il appelle Lyon 2. Il me dit, laissez-moi faire. J'appelle Lyon 2. Il appelle Lyon 2. Le responsable du master et le responsable de l'école l'IETL de Lyon. Et il parle de moi. Il dit, j'ai rencontré un profil, un tel. Et ces gens-là m'appellent. Mais des professeurs connus, je ne vais pas citer leur nom. Ces gens-là m'appellent et on discute. Ils me disent, est-ce que vous pouvez rattraper le retard? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Mais j'ai peur. Et je commence un DU en droit du travail. Et là, je sais que je suis à ma place. C'est des cours du soir, je sors du boulot, je me prends la tête à la maison parce que j'arrive en retard pour le dîner, pour le repas. Il y a les enfants, je ne peux plus les prendre comme avant, mais je suis vraiment à ma place et je m'éclate. Et donc, j'obtiens donc ce DU-là en droit du travail qui était l'équivalent d'un Master 1. Et très naturellement, je vais vers le Master Recherche. Et l'année en question, mon père décède. Je me retrouve donc au Congo pendant une longue période, comme je suis aîné de ma famille, mais je dois gérer un certain nombre de choses, parce que moi en fait je voulais après le master, je te dis ça pour que tu comprennes que finalement, moi je crois fondamentalement que les choses sont écrites, elles sont tracées. Je voulais faire un doctorat. Et je ne peux pas m'inscrire en doctorat parce que je ne m'y prends pas dans les temps. Et puis, triste pour moi, je fais un grave accident au Congo, où j'ai failli perdre ma main. Et donc je me retrouve en arrêt de travail pendant un long moment. Et finalement, en 2009, Lyon 3 m'accepte, je fais un DU en sciences politiques à Lyon 3. Je rigole, parce que je dis, mais vous n'avez pas voulu de moi, et puis finalement, vous voulez de moi. Mais ce que je fais, en parallèle de cette année-là, comme j'ai du temps libre, je réalise en fait que je ne connais pas le droit. Encore une fois, je connais le droit du travail, mais je ne connais pas le droit. Je ne connais pas le droit des contrats, je ne connais pas le droit des obligations, je ne connais même pas les principes basiques du droit et tenu de réparer celui qui cause dommage à autrui, ou les conventions légalement formées tiennent lieu de droit à ceux qui les ont ou à celles qui les ont conclues. Je ne comprends pas ces concepts-là. Et donc, je me forme en 2009. Je vais sur les sites des universités, j'imprime les cours. Je prends une carte d'étudiant pour faire les copies et j'imprime tous les cours. J'avais des piles comme ça et je bosse le droit. Donc toute la première partie du droit, entre la première et la troisième année, je bosse le droit. Mais vraiment, je deviens malade. Je tombe même malade, je mange pas, je bosse le droit. Et c'est là où je me rends compte que ce qui m'intéresse, moi, c'est faire du droit des affaires. Je me rends compte que tout le droit public, c'est pas pour moi. D'accord. Moi, c'est le droit des affaires. Et pourquoi le droit des affaires? Parce que je veux accompagner des gens qui créent des sociétés, qui créent des boîtes que moi l'associé, j'appelle le bébé. Je veux accompagner des gens qui mettent au monde un bébé, parce qu'un bébé, on le conçoit. C'est l'idée. Donc un couple qui décide de faire un enfant, c'est comme ça, parce que je donne aussi des cours de droit dans certaines écoles sur Lyon. Et c'est comme ça que je parle à mes étudiants. L'idée, c'est le bébé avant l'embryon, et quand il naît, c'est l'évolution de la société. Il faut le faire grandir, il va tomber malade, voilà, c'est comme ça que je raisonne. Et là, je candidate à des masters sur Paris, parce que les meilleurs qui m'intéressaient, c'était sur Paris. Lyon 3 ne voulait pas de moi, donc je me dis, je ne vais plus me prendre la tête avec Lyon 3. Donc je fais un MBA en droit des affaires sur Paris. D'accord. Et là se pose encore le même problème. Je perds mon boulot. Ok. Ah oui, je perds mon boulot. D'ailleurs, on m'a dit, t'es fou. Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que moi, j'avais rassuré tout le monde. Cours du soir pour le DU, le master recherche, mais j'avais négocié avec le boulot pour m'absenter quelques jours, horaire aménagé, tout allait bien. Mais quand il s'agissait maintenant d'aller faire une formation sur Paris, là, c'était 3 jours par semaine à Paris, quoi. D'accord, oui, forcément. Donc, j'ai voulu encore négocier avec le boulot. Ils m'ont dit, mais pour qui tu te prends? C'est pas la société de ton père. J'ai été viré. J'ai tout perdu. Est-ce que tu te remets en question à ce moment-là, quand tu perds le boulot?
Non. Est-ce que tu poursuis cette carrière dans le droit? Non, je sais que je suis dans le vrai. Tu te remets pas du tout en question? Non. Tu n'as pas de regret d'avoir perdu ton boulot? Non. D'accord. J'ai des regrets, j'ai des réflexions aujourd'hui parce que je réalise que ça peut être difficile pour mon entourage. Ok. Avec un peu plus de recul et de maturité. Mais non, à ce moment-là, c'est comme si on me dit que j'ai le ballon d'or. C'est comme si on me dit que je suis champion du monde. Je sais que je suis sur la bonne voie. Parce que qu'est-ce qui se passe? J'ai construit quelque chose. Je suis en train de construire quelque chose. Et dans cette construction-là, je réalise en fait que, parce que je suis dans un monde où il y a plusieurs études de droit, donc je tente tout. Et puis je rencontre ce professeur-là qui me... Oui. D'abord, je fais ce test-là qui me dit, toi, c'est droit du travail. D'accord. Donc, j'ai une réponse. Et puis, ce prof-là qui me dit, mais non, faut faire des vraies études de droit. Donc, je vais faire ça. Et sans l'aide de personne, je me rends compte que je ne suis pas juriste. Je me rends compte que je ne connais pas le droit. D'accord. Comme je te disais tout à l'heure. Et donc, je m'auto-forme, comme je l'ai fait les vacances après ma seconde pour aller faire mon bac. Donc, je bosse ça. Et là, en fait, en lisant ce que je lis, je sais que c'est le droit des affaires que je dois faire. D'accord. Mais j'ai pas de regret, non, parce que c'est ce qui a fait que je sois... À tort ou à raison, hein, il y a forcément des choses positives ou des choses négatives, mais il y a plus de choses positives que de choses négatives, parce que, c'est quelqu'un qui m'appelle pour me dire, est-ce que vous connaissez le Congo? Je dis oui, je connais le Congo. Je suis en MBA, je suis en train de finir mon MBA. Est-ce que vous connaissez le Congo? Je dis, bien sûr, je connais le Congo, c'est mon pays. Est-ce que vous êtes congolais? Non, je ne suis pas congolais. Bien sûr, j'ai la double nationalité. Est-ce que ça vous intéresse de venir travailler au Congo? J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Même en stage, j'ai dit, écoutez, j'en parle avec la personne avec qui je suis, comme je n'avais pas fini de gérer, parce que mon père décède, comme je t'ai dit, en 2008, je n'avais pas fini de gérer les histoires de succession, parce qu'en Afrique, c'est toujours compliqué. Je me dis, bon, je vais saisir cette opportunité-là, d'autant plus que les parents ont laissé du patrimoine. Je vais aller gérer ça, parce que c'est mon rôle en tant qu'aîné. Et donc, je vais faire ce stage-là au Congo. Ok. Et c'est quelqu'un, j'avais pas postulé moi chez PwC. Je suis pas en train de parler du cabinet Régis Amaro. Je suis en train de parler de PricewaterhouseCoopers, qui m'appelle l'année de mon MBA, qui me propose ça. Et là, tu es en deuxième année MBA à Paris? Oui. Ok. Je suis en train de terminer mon MBA à Paris. Je n'ai même pas encore... Rappelle-nous, le MBA, c'était en droit? En droit des affaires. En droit des affaires. C'était dans quelle école? C'était l'ESG de Paris. ESG Paris. Okay. ESG Paris, qui est connu d'ailleurs. Tout à fait. ESG Paris, ils avaient un MBA juriste d'entreprise et vraiment, c'était ça qu'il me fallait. Pourquoi? D'ailleurs, pourquoi juriste d'entreprise? Parce que quand j'ai lu le programme, il y avait plusieurs matières du droit des affaires. D'accord. Et moi, mon objectif à moi avec le droit des affaires, c'est de créer des interconnexions entre les règles de droit. Pour moi, quand un client me pose une question sur le droit des sociétés, je me demande toujours si ça n'a pas un impact en droit du travail, en droit de la propriété intellectuelle, en droit fiscal, en droit des transports, en droit douanier. Je crée toujours des connexions, mais on en parlera tout à l'heure, je te donnerai des exemples. Donc, je sais que c'est le meilleur MBA pour moi, parce qu'en fait, dans ce MBA-là, j'ai le sentiment que je vais en fait comprendre les fondamentaux du droit des 3 premières années, que les autres masters ne proposaient pas. Je trouvais que les autres masters étaient trop pointus. C'était pour des gens qui avaient vraiment de l'expertise, qui voulaient aller vers des vraies spécialisations. Et donc, moi, ce master juriste d'entreprise, je le trouvais très, très élargi et très fait pour moi, en fait. Et donc, c'est ce que je fais. Et donc, je suis contacté par ce cabinet-là. Et je vais faire mon stage au Congo. Bon, je vais en dilettante, c'est un stage. Pour moi, c'est comme des vacances. Et là, je suis sur Brazzaville et je dis à mon patron, la façon dont vous travaillez à Brazzaville, ça ne m'intéresse pas. Et là, tu es chez PwC. Je suis chez PwC. Et tu leur dis, votre façon de travailler ne m'intéresse pas. À Brazzaville. À Brazzaville ne m'intéresse pas du tout. Et pourquoi? Parce que il n'y a pas assez d'entreprises à Brazzaville. En fait, le système économique du Congo, c'est Pointe-Noire. D'accord. Pointe-Noire, c'est la 2e ville, c'est la capitale économique. C'est là où il y a toutes les grandes entreprises du monde, les expatriés qui viennent travailler. C'est la ville du pétrole. Donc, on a une législation qui est très adaptée à ce qu'on appelle
le monde pétrolier, le secteur pétrolier. Et on a il existe un code des hydrocarbures au Congo. Il existe un système qu'on appelle le droit des sociétés sous-traitantes, les sous-traitants pétroliers. C'est-à-dire que tu as les majors, pour ne pas citer leur nom, mais on les connaît à travers le monde. Mais ces sociétés-là ne font que de la vente de carburant, ne font que de la vente de pétrole. Tous les métiers en amont, c'est pas à elles de le faire. Donc, elles passent par des sous-traitants pétroliers via des appels d'offres. C'est-à-dire que toi, tu vas venir candidater pour nettoyer les barges de pétrole. Moi, je vais venir pour faire le catering sur les rigs. Et donc, en fait, ce sont ces clients-là que PwC accompagne. Et donc, quand je lis les documents de PwC, je me rends compte que Brazzaville, en fait, ne se prête pas finalement au droit des affaires que j'ai envie de faire. Okay. Et là, mon patron me dit, au bout de 2 semaines, il me dit, écoute, va à Pointe-Noire. Donc, je vais à Pointe-Noire, qui est la capitale économique, où là, vraiment, je fais du vrai droit des affaires. Et ça, c'est dans la même société? C'est dans la même société. D'accord. Qui a deux cabinets, 2 entités au Congo, une à Brazzaville, une à Pointe-Noire. Ok. Et là, je m'éclate. Pendant 4-5 mois, je m'éclate. Mais comme le stage arrive à son terme, je reviens en France. Et mon patron me dit, moi, j'aimerais que tu reviennes. J'ai dit, mais monsieur, c'est pas... Moi, j'ai ma vie en France. C'est pas... Moi, j'étais juste venu... Et puis, je lui dis clairement, j'étais venu, j'ai profité de ça aussi pour régler toutes les affaires familiales. Mais ça... Je suis pas là pour ça. Et donc, je reviens en France. Et ils m'envoient le CDD. De combien de temps? Ils m'envoient le CDD de 6 mois. D'accord. Il m'envoie un CDD de 6 mois et me dit reviens à nouveau parce que tu as laissé des dossiers en suspens, reviens à nouveau, tu viendras de façon beaucoup plus libre parce que tu étais aussi en train de gérer les affaires familiales, reviens de façon libre, comme ça tu vas voir. Et la personne avec qui je suis me dit on ne refuse pas ce genre de cabinet. Et donc je retourne au Congo en 2011. Et avant la fin de mon CDD, qu'ils ont envie de prolonger en plus, je leur dis non. Je ne suis pas fait pour le Congo. Rappelons que le Congo, c'est quand même ton pays natal. Bien sûr. C'est au Congo que tu fais tes études avant de partir au Sénégal. Mais qu'est-ce qui te fait perdre cet ancrage professionnel, je ne parle pas de l'ancrage culturel, mais qu'est-ce qui fait que l'environnement professionnel ne t'attire pas? En fait, c'est pas l'environnement professionnel qui ne m'attire pas. C'est que je ne conçois pas la vie sans les interconnexions avec d'autres choses, avec d'autres sujets. Okay. C'est-à-dire que être dans un cabinet, avoir le statut d'expatrié, manger dans les plus beaux restaurants, c'est bien. Mais quand je suis en voiture, ce que je vois, ça me perturbe. D'accord. La misère, la souffrance, tout ce que je vois là, ça me perturbe. Le Congo, c'est le pays qui m'a tout offert. Au-delà de la France. Moi, je ne suis pas... Mes parents, mes arrière-grands-parents ne sont pas nés au Congo. D'accord. À 100%. J'ai des origines autres que des origines congolaises. Okay. Donc, je fais partie de ces gens-là que le Congo a accepté. En tout cas, une branche de ma famille, notamment du côté de mon père. Pour preuve, je m'appelle Amaro. C'est pas un nom congolais. Donc, j'adore ce pays. Et je me rends encore plus compte, je l'adore quand finalement je travaille. Donc, on m'envoie ce CDI-là et j'accepte. Alors, quand même, PwC me court après quand même. C'est pas n'importe quoi. Il faut arrêter aussi de faire le... Et puis, il faut dire aussi que je voulais pas aller vivre sur Paris. Parce que je trouvais pas de boulot sur Lyon. Lyon, c'était très fermé à ce moment-là. J'étais comme un transfuge, mais toi, tu as fait école de commerce, t'es ambigu, et puis je savais même pas bien me vendre aux entretiens. Un coup, je parlais plus de... Et puis j'avais la FRIB, la dimension commerciale, un coup c'était plus juridique. Et puis un coup, donc ça perturbait un peu les employeurs. Et je ne voulais pas, j'avais des propositions sur Paris, mais je ne voulais pas. Je savais, j'ai toujours su qu'il ne fallait pas que je vive sur Paris. Okay. J'ai toujours su. Pour plein de raisons, la mode, les vêtements, la fête, les amis, voilà. Je savais que je ne voulais pas de ça. J'aime ces choses-là, mais je savais qu'il ne fallait pas que je sois dans ça. Et donc, je vais travailler au Congo. Je signe mon CDI en 2012.
Et là, je m'éclate comme je ne me suis jamais éclaté intellectuellement. Parce que j'ai en face de moi des personnes aussi brillantes que moi, hein, et moi en plus quand j'arrive au début, je pense que je viens de France, que ceux qui ont fait la fac au Congo, c'est pas des gens, mais je tombe sur le. C'est souvent ça, oui. Je tombe parce que c'est des gens mais brillants. Mais là, tu vas sur quel poste précisément? Alors moi chez PwC, j'ai tout fait du début. Hein. Okay. J'ai fait stagiaire, j'ai fait consultant junior, consultant senior et senior associate. Ok. Moi, j'ai fait tout le parcours. Il me manquait plus qu'à aller vers le poste de directeur, mais après, c'est aussi très compliqué d'arriver sur ces postes-là et éventuellement devenir associé. Mais indépendamment du type de poste, en fait, très vite, j'ai commencé à gérer un portefeuille client. Très vite, en fait, je me suis approprié certaines choses dans ce cabinet-là. D'ailleurs, quand j'arrive, celui qui s'occupait du droit du travail avait démissionné. Donc, en fait, on m'appelle finalement le pape du droit social, parce que je récupère tous ces dossiers à lui. Ok. Et j'ai une collègue qui me dit, faut pas qu'on s'enferme dans le droit du travail. Il faut nous, on fait du droit des affaires, faut qu'on diversifie nos champs de compétences. Et en fait, c'est comme ça que je commence à m'intéresser à la fiscalité, que je détestais. Hein. Oui, puisque tu nous as dit tout à l'heure que tu as évité... Ah, mais je détestais la fiscalité. Hein. Ça me faisait peur. Je pensais que c'était des calculs. Pourtant, j'étais pas mauvais en maths, mais j'avais peur. En fait, moi, je pensais que la fiscalité, c'était de la compta. Oui. Et donc, je me disais, non. Et en fait, cette collègue-là, qui aujourd'hui est directrice dans une grande société pétrolière, m'a accompagné dans ce processus-là. On allait voir un des associés du cabinet et on lui a dit, voilà notre projet. On veut travailler sur des dossiers fiscaux et on te garantit qu'on aura un taux de résultat intéressant. Moi qui n'avais jamais fait la fiscalité, j'étais dans un cabinet où il y avait des mastodontes en fiscalité, des gens qui avaient l'expérience. J'avais un des meilleurs taux de réussite du cabinet. Donc très concrètement, arrivé finalement au Congo quand tu t'installes chez PwC et que finalement tu acceptes la proposition qu'ils te font, tu te découvres une passion pour le droit fiscal. Ou alors tu découvres que tu as les capacités qu'il faut pour faire du droit fiscal. Oui. Pourtant, initialement, tu fais du droit des affaires, mais plus droit du travail, puisque tu avais fait ton parcours en France et tout, tes études, c'était plus orienté vers le droit du travail. Et là, ça devient ton cheval de bataille. Ça devient mon cheval de bataille parce que d'autant plus que je compte toute attente, j'obtiens l'agrément de conseil fiscal CEMAC. D'accord. Parce que dans les conditions à remplir, on dit qu'il faut avoir 5 ans d'ancienneté dans ce type de cabinet-là, il faut avoir un master en fiscalité et ou avoir bossé sur des dossiers fiscaux. Et mon patron, en fait, qui m'avait fait venir au Congo, parce que j'avais le statut d'expatrié, j'étais un salarié volant, la chance que j'avais, et c'est ce qui a sécurisé un peu la France, c'est que j'avais le droit de choisir quand est-ce que je voulais revenir en France. D'accord. Donc je passais 2 mois au Congo, 3 mois au Congo, après je revenais ici. Vraiment, j'avais la belle vie. PwC m'a apporté énormément, j'ai voyagé dans plusieurs pays, ça a réveillé en plus mon amour pour les voyages, j'ai rencontré des personnes importantes, influentes. Pour répondre à ta question, j'obtiens donc l'agrément de conseil fiscal CEMAC, toujours en face de personnes qui ont le diplôme de fiscalité, le master en fiscalité. Et tout le monde me dit, tu n'es pas fiscaliste. Pourquoi conteste-t-il ta légitimité à exercer? Parce que je n'ai pas le master de fiscalité. D'accord. Je suis un transfuge. J'ai la chance de bosser sur des dossiers fiscaux parce que je suis chez PwC. Mais j'aurais été dans un autre, pour eux peut-être j'aurais été dans un autre contexte, j'aurais pas fait de la fiscalité. Et j'aurais peut-être pas eu, et peut-être aussi que mes résultats sont bons parce que c'est des dossiers montés et traités, revus par des pontes de la fiscalité de PwC, notamment les associés qui dirigeaient le cabinet. Et puis peut-être que l'administration fiscale finalement a peur quand il sait que là, c'est PwC qui a répondu. On me taxe de ça en tout cas. Mais bon, moi ça glisse parce que depuis un moment, je laisse glisser. Je laisse glisser parce que je pense en plus, ce qui est intéressant avec mon aventure au Congo, c'est que ça m'a fait grandir.
différemment. Et justement, comment se termine-t-elle cette aventure finalement au Congo quand Qu'est-ce qui fait que tu décides d'arrêter chez PwC? Alors, cette histoire ne s'arrête pas parce que je le veux. D'accord. J'ai une situation familiale à Lyon, sans rentrer dans les détails, qu'il me faut sécuriser. Il n'y a rien de plus important que le cocon ou la sphère familiale. Et ça perturbe énormément mon cocon familial. Et en plus, il y a le Covid qui arrive. Je me retrouve bloqué en fait au Congo. Okay. Et je réalise en fait, quand les frontières commencent à s'ouvrir, que mon passeport français a expiré. Donc finalement, je reste bloqué au Congo minimum 6 mois. Et je mets en place une mise en disponibilité. Je leur dis, je vais revenir, je vais faire ma mise en disponibilité. Et on me dit, bon, fais le master en fiscalité et puis va développer tes aptitudes en langue anglaise. Donc c'est comme ça que je sors de PwC. D'ailleurs, je crois que je suis toujours les effectifs de PwC. Ils m'ont toujours pas viré. Je reviens donc en France et là je me dis, mais au fait, mais tous mes potes là, d'abord quand j'arrive, on me dit, tu pars pas à Londres. T'es parti près de 10 ans au Congo, c'est bon. T'es revenu, tu restes là. Ok, je ne veux pas créer des problèmes, je suis parti longtemps, je n'étais pas très souvent là, j'accepte le deal. Et je me dis, mais au fait, mais un tel s'est moqué de moi chez PwC. Mais le master en fiscalité, on ne pourrait pas le faire. Ok. Je trouve du travail, je suis embauché chez Hemming, qui est aussi un grand cabinet qui fait de la gestion de risque. Et l'année où en fait je suis embauché chez Hemming, je fais donc le master en fiscalité. Je fais celui de Grenoble, qui est l'équivalent du DJCE. D'accord. Et je l'obtiens. Okay. Et là, je dis à certains de mes collègues, je l'ai eu, le master de fiscalité. Et je discute en fait avec une dame. J'ai la chance que plusieurs choses de ma vie, les choses positives, ce sont des personnes qui ont appuyé un bouton pour moi. C'est pas du copinage, hein, c'est pas de la cooptation, mais c'est des gens qui ont appuyé un bouton. En fait, c'est des gens qui m'ont dit, mais tu sais, il y a ça, il y a ceci, il y a cela. Chez PwC, c'est une collègue, en fait, qui avait vu mon CV, je ne sais où, et qui allait dire, lui, il faut ce monsieur-là. D'accord. J'ai jamais candidaté, j'ai jamais postulé chez PwC, j'ai jamais envoyé de CV chez PwC. Ils m'ont contacté parce que quelqu'un est allé voir le patron pour dire, on veut cette personne-là. Quand je fais mon MBA sur Paris, pareil. C'est une personne qui a appelé pour dire il va candidater chez vous. Donc très concrètement, il y a beaucoup de rencontres déterminantes qui s'opèrent dans ta destinée. Énormément. Ça part et surtout à partir, ce que je comprends, à partir de ta reconversion vers des études juridiques, il y a d'abord ce prof que tu rencontres au CNAM qui dit non, et ensuite il y a effectivement les autres personnes, oui. Ce coup de fil, il y a d'abord ce MBA sur Paris, et tu ne forçais aucune porte qui se fermait. Donc il y avait des portes fermées, mais après il y avait des portes qui s'ouvraient sans que tu n'aies eu besoin sans que je ne candidate. C'est-à-dire que PwC, même chez PwC, ma collègue qui me dit on doit faire de la fiscalité, on ne s'est pas entendu pour dire faut qu'on c'est elle qui me dit il faut qu'on fasse ça. C'est elle qui porte le projet auprès d'un des associés. Elle avait un master fiscal en parenthèse. Même pas. En fait, elle était comme moi. Je pense qu'elle avait envie de démontrer que quand on est juriste d'entreprise, on peut faire. En fait, c'est ça le job d'un juriste d'entreprise. Un juriste d'entreprise, un juriste d'affaires, son job, c'est de toucher à plusieurs matières du droit dans l'intérêt d'une société. On n'est pas spécialiste de ceci ou de cela, mais on est capable de parler de droit de société, droit douanier, droit fiscal, droit bancaire, droit de la propriété intellectuelle. C'est ça notre job. D'accord. Le client, quand il vient, il sait que je suis capable de répondre à plusieurs de ces questions. Donc je pense qu'elle avait la même... le besoin de prouver que finalement... parce que quand on arrive dans ces milieux, on nous dit « Oh, vous êtes trop généraliste ».
Parce qu'on a en face de nous des gens qui ont le master en fiscalité. Hein. C'est la crème. Hein. Quand il y a un problème de fiscalité où on ne comprend pas, c'est eux qu'on appelle pour expliquer les choses, pour donner leur expertise. Parfois même, on gère un dossier et on nous dit, il faut que lui il soit derrière toi pour voir. C'est frustrant, je pense. Je pense que la frustration chez elle est venue de ça. Et donc, c'est elle qui m'emmène vers cette fiscalité-là. D'accord. Je vais voir mon patron qui doit aller à la retraite et puis je dis, mais monsieur, mais vous m'avez embauché avec tel projet. Il me dit, mon fils, j'ai pas pu t'emmener vers le point que je voulais. C'est pas moi qui tire les restes, c'est pas moi qui maîtrise tout. Et puis là, je suis dans la période suspecte. Je suis en train de partir, il y a des décisions que je ne peux plus prendre. Mais je peux t'accompagner dans le montage de ton... Et c'est lui qui me parle de l'agrément de conseil fiscal CEMAC. Moi, j'y pensais même pas. C'était... Ok. J'avais aucun intérêt pour ça.